Donc, nous sommes très heureux de pouvoir vous présenter le fruit d'une portion du travail accompli vraiment avec le comité de travail et rue principale. Cette présentation sera de style conférence, donc les micros devront être fermés en tout temps. Et comme vous le savez, la présentation sera enregistrée et on va la mettre aussi accessible sur notre site Internet dans les prochains jours. Suite à la présentation, il y aura une période de questions. La présentation sera d'à peu près 45 minutes et la période de questions autour de 30 minutes. On ne sera probablement pas capable de répondre à toutes les questions, mais je vous rassure, lorsque vous allez les indiquer dans le chat, parce que les questions seront, s'il vous plaît, inscrites dans le chat. Donc, nous, si on ne peut pas y répondre aujourd'hui, on va y répondre dans les prochains jours et ils seront ajoutés à notre site Internet aussi pour s'assurer vraiment là, que toutes les réponses sont bien répondues. Donc, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que la présentation sera exactement sur notre site Internet aussi. Par la suite, ça, je vous l'ai dit. Et ce rapport a été présenté aux élus dans un caucus spécial en février dernier. Donc, les élus ont eu toute la présentation, ont eu aussi la chance de poser leurs questions à leur tour et Guillaume et nous y avons répondu. Donc, pour l'instant, je vais vous présenter, je laisse la parole à Billy-Jeanne Gratton, qui est conseillère à la ville de Mont-Tremblant. Merci Annie. Bonsoir tout le monde, je suis contente d'être avec vous ce soir pour la présentation de la consolidation de la trame commerciale du village qui est présentée par la Chambre de commerce du Grand Mont-Tremblant avec rue principale. Et avant tout, j'aimerais souligner le super travail de coordination réalisé par la Chambre de commerce du Grand Mont-Tremblant, qui est notre principal partenaire en matière de développement commercial sur le territoire. J'aimerais aussi souligner le travail de rue principale dans le présent exercice de réflexion pour réaliser un scénario de dynamisation des secteurs centre-ville et du village. Merci également aux commerçants du comité de travail qui ont été présents dans cet exercice-là. Votre engagement est témoin du dynamisme de notre territoire. J'aimerais rappeler que la Ville a investi d'importantes ressources financières et humaines pour le maintien de ses actifs immobiliers depuis 2017. Et bien que la Ville ait le potentiel de gérer ses immeubles, cette responsabilité ne relève pas de sa mission. Je pense que c'est de là que je pense que tout le monde est un petit peu au courant des immeubles que la Ville détient dans le village. Puis c'est avoir un plan puis une vision pour ces immeubles-là. Les 7 immeubles détenus par la Ville dans le pôle villageois sont vacants depuis plus d'un an et ceux-ci ne contribuent pas à la vitalité du secteur. Je pense qu'on peut tous s'entendre là-dessus. Les informations qui sont présentées ce soir permettront d'alimenter et de conclure la réflexion des membres du conseil concernant les différents immeubles qui sont la propriété de la Ville dans le secteur village. Les échanges d'aujourd'hui vont être rapportés au conseil municipal pour nous aider dans la prise de décision pour le futur justement de ces immeubles. Donc, merci et bonne soirée à tous et toutes. On t'entend pas, Ok, Annie. Annie. Ouais. C'est mon premier Zoom, désolée. Merci, Billy-Jeanne. Pour la mise en contexte, j'inviterai ma collègue Lucie Fora à vous la présenter. Bonsoir à tous. On est très heureux d'être avec vous. Donc, moi, je suis Lucie Fora, directrice adjointe à la Chambre de commerce du Grand Mont-Tremblant. Alors, ça va faire maintenant plus d'un an que nous avons débuté cette démarche avec l'organisme rue principale et le comité afin de se pencher sur la revitalisation des artères commerciales du territoire à l'étude. Et ce comité est formé d'une dizaine de commerçants, d'artistes et de représentants de départements clés de la ville de Mont-Tremblant. Nous tenons d'ailleurs, nous aussi, vraiment à les remercier pour leur implication aux différentes rencontres de travail. En cours d'année, il a été porté à notre attention que plusieurs bâtisses appartenant à la ville étaient à vendre au secteur village. Et on a donc saisi cette opportunité-là pour devancer une partie du projet et donc se concentrer sur le développement commercial de ce secteur. Le but étant vraiment d'analyser l'ensemble des espaces, leur vocation et de bâtir une vision long terme en harmonie avec la signature de notre territoire, tout en répondant aux besoins des résidents, villégiateurs et touristes.
Ce processus, il vient compléter les autres propositions que la ville a déjà reçues, telles que celle de Pierre Thibault, par exemple. Donc, je voulais aussi encore remercier nos partenaires, la ville de Mont-Tremblant, Desjardins et la CDE. Alors, bonne présentation à tous. Merci, Lucie. Merci, merci. Donc, je vous présente maintenant notre cher Guillaume qui nous a vraiment accompagnés tout au long de la démarche et la démarche n'est pas terminée. Donc, nous avons le bonheur de collaborer avec Guillaume depuis le début de l'année 2024. Guillaume Joseph, c'est le principal coordonnateur au service conseil chez Rue Principale. Donc, à toi la parole. Merci beaucoup, Annie. Merci, Lucie. Merci, Billy et Jeanne. Et merci à tout le monde d'être ici ce soir. Je suis vraiment content de vous présenter ce rapport en public. Je vais partager mon écran pour qu'on se lance dans la présentation. Est-ce qu'on voit bien ma présentation? Oui. Parfait. Super, enchanté tout le monde. J'ai hâte de vous présenter tout ça, puis qu'on puisse répondre à vos questions également pour aller éclairer les zones d'ombre. Comme disait Lucie, on a travaillé sur la stratégie de développement commercial du secteur village. Je vais vous présenter rapidement qui nous sommes, rue principale d'abord, puis après tout le contenu. Là, vous aurez accès à cette présentation, donc vous pourrez voir un peu qui a participé à tout ça. Je ne vais pas passer plus de temps sur cette slide-là, j'ai environ 45 minutes pour faire la présentation. Donc, je vais vous faire une petite mise en contexte. Je vais vous détailler un petit peu le mandat, donc l'entièreté du mandat au-delà du secteur village, parce que c'est un très gros mandat qu'on travaille avec la chambre de commerce du Grand Mont-Tremblant et la ville de Mont-Tremblant. Le secteur à l'étude et puis évidemment les recommandations pour le secteur village. Donc déjà, rue principale, nous, on est un organisme à but non lucratif qui existe depuis 1984. Notre mission première, c'est la revitalisation des noyaux villageois et des centres-villes du Québec. On travaille principalement dans des petites et moyennes municipalités et villes à travers toute la province. On a trois grands piliers dans notre organisme. On a un réseau, et en fait un réseau de municipalités qui échangent sur les bonnes pratiques, et ce qui nous permet en fait de savoir ce qui se fait un peu à travers le Québec, et puis aussi ce qui se fait un petit peu ailleurs, et donc d'échanger sur comment on peut continuer l'innovation, comment est-ce qu'on peut continuer les bonnes pratiques dans nos centres-villes pour aller toujours vers de l'avant, des centres-villes plus attractifs, plus agréables pour les résidents, plus attractifs pour les touristes, et puis qui sont des réels milieux de vie. On a aussi un aspect projet spécial qui est en fait un département où on a des subventions pour aller travailler sur des projets très précis, et donc ce qui nous permet d'aller explorer des nouvelles thématiques pour améliorer notre expertise. Et enfin, on a toute la partie service conseil, où là, on fait des projets sur mesure qui répondent aux besoins des municipalités avec lesquelles on travaille. Alors, pour le mandat, donc le mandat avec Mont-Tremblant, le mandat général, c'est donc d'élaborer un scénario de dynamisation permettant de consolider l'attractivité et la complémentarité des secteurs centre-ville et village. Donc, on a deux secteurs, le secteur centre-ville, donc Saint-Jovite, et puis le secteur village dont on va parler ce soir. Et on les traite tous les deux indépendamment, mais aussi ensemble pour voir un petit peu comment est-ce qu'ils se complètent. Et puis, dans ce mandat, on a deux aspects. On a l'aspect consolidation de la trame commerciale. Donc là, c'est vraiment d'élaborer une stratégie de développement commercial pour ces deux secteurs. Donc, dans l'idée, en fait, d'améliorer l'offre, mais aussi d'améliorer la demande, puis d'améliorer l'attractivité générale du secteur village et du secteur centre-ville. Et puis, on a une deuxième partie qui n'est pas dans ce rapport-là, mais qui est sur, en fait, tout ce qui est parcours d'ambiance. Donc, en fait, tous les espaces publics, le réseau d'espaces publics des deux secteurs et comment est-ce qu'on peut aller améliorer ce réseau-là. Et puis ça, on va en parler un tout petit peu dans ce rapport parce que dans une stratégie de développement commercial, c'est pas seulement d'avoir plus de commerce, c'est pas seulement d'avoir plus de gens qui vont dans ces commerces-là, mais c'est aussi de voir comment est-ce qu'on peut améliorer l'ambiance du secteur
Et donc, notre deuxième partie de mandat travaille vraiment là-dessus. Puis, avec le chamboulement du projet, avec la vente des terrains du secteur village, en fait, c'est peut-être pour le mieux parce que ça nous a permis de travailler sur ces deux aspects-là en parallèle et de bien les intégrer ensemble. Ça, c'est juste le sommaire des activités. Vous pouvez voir qu'on a fait beaucoup de choses. On a fait plusieurs visites terrain. On a mis 3, mais en fait, on en a fait beaucoup, beaucoup plus que ça. On a fait 6 ateliers de travail en personne avec le comité. On a lancé un sondage où il y a eu 503 répondants. On a fait une étude de marché, puis on a un rapport final qui est celui-ci, puis qui va être complémenté, enfin, qui va être complété avec tous les autres aspects du mandat. On va continuer au fur et à mesure. Le secteur à l'étude, donc c'est vraiment le secteur village tel que vous le connaissez. On va en gros de l'église du village jusqu'au parc Daniel Lauzon. Et puis là, on a identifié quelques pôles d'intérêt. Mais je vais vous parler un petit peu plus en détail en fait de tous les terrains sur lesquels on travaille, qui sont en fait surtout les terrains qui sont possédés par la ville. Ici, on voulait mettre une petite carte des espaces d'intérêt du secteur, juste pour bien comprendre en fait c'était quoi les centres d'intérêt du secteur. Donc, nous, on travaille surtout sur ce qu'on a nommé l'îlot du lac Mercier, où la majorité des terrains de la ville, enfin, que possède la ville sont. Donc, dans cet îlot, on a la plage du lac Mercier, on a l'église du village, on a le chalet Charlie qui est juste ici. On a le bâtiment Félix Calvé. Euh, à côté de cet îlot, on a également la place de la Gare. On va avoir le parc Curé des Lauriers, le parc Daniel Lauzon, le chemin du village, évidemment, qui est la trame vraiment principale en fait du secteur. Et puis la halte du village, la halte du villageois au lac Mour, qui est aussi un petit peu la fin du secteur, en fait, la fin du noyau villageois. On l'a pas mis sur la carte, mais très important, c'est les deux pistes cyclables qui traversent le secteur. Donc le petit train du Nord qui passe juste ici, et puis la villageoise qui rejoint le petit train du Nord et qui va jusqu'à la station Mont-Tremblant. On va se lancer tout de suite dans les recommandations pour le secteur village. Toutes ces recommandations, elles ont été elle découle en fait de notre travail avec les ateliers, avec les sondages, avec les visites terrain, avec des discussions avec différents acteurs en fait du secteur. Et donc, ça nous a permis d'aller ressortir une analyse force, faiblesse, opportunité, menace que je vais vous présenter maintenant. Donc, les forces du secteur village, c'est qu'on a une clientèle qui est nombreuse et diversifiée. Il y a des locaux, donc par locaux, on entend les résidents. Il y a les villégiateurs et il y a les touristes. Donc, ça permet d'avoir une belle demande dans le secteur. On a le côté unique du cadre bâti et du cadre naturel du secteur avec la présence d'un lac en plein cœur et également de magnifiques couchers de soleil sur ce lac. On a la fréquentation du secteur par les skieurs, par les athlètes, par les vélotouristes grâce au Petit Train du Nord et à la villageoise. Et on a la présence d'une offre commerciale qui est supérieure à ce qu'il y aurait dans un autre village de taille similaire. Là, on va voir que l'offre commerciale aujourd'hui ne répond pas forcément aux besoins des résidents, mais elle est quand même bien supérieure à ce qu'un village de taille similaire aurait ailleurs au Québec. Donc c'est quand même une très grande force. Pour ce qui est des faiblesses, justement, j'en parlais, on a un manque de commerce et de services de proximité pour la population locale. On a une population permanente qui est peu nombreuse pour permettre la viabilité de plus de commerces et de services de proximité. Donc ça, c'est un aspect quand même important. On a l'achalandage irrégulier du secteur par le tourisme et les villégiateurs, donc en fonction des jours de la semaine, en fonction des saisons également. On a certains commerces de base qui ne veulent pas venir s'établir dans le secteur parce que c'est peut-être pas l'endroit où ils pensent qu'ils vont avoir le plus de succès. Et puis, on a une mobilisation commerçante qui est plus faible par rapport au secteur centre-ville, ce qui a un effet sur les produits et les heures d'ouverture des commerces. Ensuite, au niveau des opportunités, on a l'opportunité de réunir certains commerces pour répondre à la demande locale. Donc, on pense qu'on peut aller chercher, par exemple, un dépanneur avec des produits de pharmacie, mais il y a plein d'autres commerces qu'on pense pouvoir aller chercher et on va vous les présenter un petit peu plus loin. On a comme opportunité d'aller chercher plus de villégiateurs qui vont à la station Mont-Tremblant.
de réaliser une stratégie de signalisation pour capter les gens qui circulent sur certaines artères principales, donc pour les amener directement dans le noyau du secteur village. On a la présence d'acteurs locaux qui sont prêts à s'investir dans la vitalité du secteur, avec des artistes, des familles, etc., qui sont très impliqués. On a les terrains et les bâtiments vacants appartenant à la ville près du lac Mercier. Donc ça, c'est vraiment le gros de notre présentation ce soir. On a la meilleure utilisation de l'espace sous le toit de l'aréna extérieure du parc Daniel Lauzon, qui est un très bel espace, puis qu'on pense qu'on peut aller chercher encore plus. Et puis, on a la densification résidentielle du secteur village, qui pourrait s'harmoniser avec la signature locale et historique pour augmenter la demande de proximité. Cette demande de proximité, elle doit être augmentée pour assurer la viabilité de commerces supplémentaires dans le secteur. Enfin, pour les menaces, on a l'établissement de bureaux ou de services peu achalandés dans des locaux au rez-de-chaussée qui brisent un peu l'expérience et la fluidité marchande. Donc là, l'idée, c'est vraiment qu'il faut s'assurer qu'on aille chercher des commerces qui vont participer à l'animation de la rue euh, et pas seulement, c'est ça, participer à l'animation de la rue. On a la présence de vocations différentes et donc ce qui nécessite d'aller chercher un équilibre pour avoir une bonne complémentarité. Et puis, on a la potentielle menace d'un dédoublement en termes d'offres proposées dans le secteur centre-ville ou dans la station Mont-Tremblant avec le secteur village. Donc, il faut aller chercher cette complémentarité. C'est vraiment essentiel pour la vitalité du secteur. De cette analyse FFEM, on est allé chercher 3 enjeux. Donc, en fait, c'est des choses, des aspects vraiment majeurs sur lesquels on peut travailler. Et si on travaille dessus, bah, on va gagner quelque chose. Si on ne travaille pas dessus, on risque de perdre quelque chose. Je vais surtout lire les titres des enjeux. Mais donc, on a un enjeu d'ambiance et de sécurité routière dans le secteur. On a un enjeu d'opportunité de développement et puis on a un enjeu d'identité et d'encadrement naturel. Donc ces 3 enjeux-là, en fait, c'est un petit peu ce qui ressort beaucoup pour nous dans le secteur village. Il y a des problèmes avec la cohabitation entre les piétons, les cyclistes, les voitures. Le chemin du village, c'est quand même une artère principale où les gens roulent vite. Il n'y a pas beaucoup de traverses piétonnes, par exemple. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel on veut travailler. Les opportunités de développement, elles découlent surtout d'un problème d'une faible mixité de l'offre commerciale, en fait, qui vient en fait du fait qu'il y a beaucoup de commerces de restauration et d'hôtellerie et moins de commerces de proximité et de services de proximité. Et puis, tout ce qui est identité et encadrement naturel, évidemment, bah, on veut maximiser, en fait, bah, pas maximiser, mais optimiser l'utilisation de ces espaces-là et s'assurer qu'il y en ait un maximum qui puisse être à vocation publique pour vraiment souligner la beauté du village pour ses résidents, mais aussi pour les touristes. On a également écrit une petite vision pour le secteur. Euh, Pareil, je ne vais pas la lire par souci de temps, mais si vous voulez, on pourrait y revenir plus tard. Cette vision, elle est en 3 temps. Oups, pardon, excusez-moi. Cette vision, elle est en 3 temps. On a donc le premier temps sur des commerces et des services du quotidien. Donc en fait, aller chercher qu'en 2035, dans une vision sur 10 ans, on ait plus de commerces et de services dans le secteur, que le secteur soit plus animé, et donc qu'on ait une consolidation de l'axe commercial. En deuxième temps, on a un équilibre idéal entre habitants, villégiateurs et touristes, donc pour assurer en fait une vitalité maximale, puis aussi d'éviter les conflits d'usage entre ces trois types de résidents, parce qu'au final, si on n'a que des touristes, bah, on va avoir un village qui va être plus mort, mais si on n'a pas de touristes, bah, on va pas avoir suffisamment de demandes pour aller justifier plus de commerce. Et puis enfin, dans un troisième temps, on voulait mettre en valeur le côté d'avoir un milieu fier qui met en valeur la nature, l'art et le sport. Ce sont 3 aspects qui ressortent beaucoup pour le secteur village et qu'on pense sur lesquels on pense qu'il faut s'appuyer pour le développement du secteur. Quand on travaille sur une stratégie de développement commercial, on a ce qu'on appelle le cercle vertueux.
de cette stratégie pour avoir quelque chose qui est périn et qui est dynamique dans le temps. Et en fait, ce cercle vertueux, il est fondé sur 3 leviers d'intervention. On a le développement de l'offre commerciale, on a l'augmentation de la demande, et puis on a l'amélioration de l'attractivité du noyau villageois. Et en fait, on peut appuyer en fait en fonction des enjeux sur un ou plusieurs de ces leviers. Et on pense vraiment que dans le secteur village, le premier levier sur lequel il faut s'appuyer, c'est le développement de l'offre commerciale. Et en appuyant beaucoup plus sur ce levier, on va aller chercher une augmentation de la demande. Et en fait, ça va également avoir un impact sur l'attractivité du noyau villageois qui, en fait, en augmentant la demande et en améliorant l'attractivité du noyau villageois, ça va faciliter le développement de l'offre commerciale. C'est pour ça qu'on parle d'un cercle vertueux. Donc ce soir, on va vraiment vous présenter tout ce qui est en lien avec le développement de l'offre commerciale. Puis on va un petit peu parler de l'augmentation de la demande et de l'amélioration de l'attractivité du noyau villageois à travers nos orientations de développement. Donc on est ressorti avec 4 grandes orientations de développement pour le secteur village. Ce qui est important de se rappeler à travers cette présentation, c'est que pour assurer un développement stratégique et harmonieux du secteur, il est crucial d'adopter une vision globale plutôt que de se limiter à une approche bâtiment par bâtiment. Ça, c'est vraiment pour comprendre, en fait, quand je vais vous montrer tous les bâtiments possédés par la ville, que on peut vraiment aller chercher une cohésion d'ensemble dans le secteur, ce qui va avoir un énorme impact positif sur son développement. Donc, notre première orientation de développement, c'est la maîtrise foncière comme levier pour contrôler le développement du noyau villageois. Les villes et municipalités au Québec n'ont pas tant de leviers que ça à l'interne pour aller chercher les commerces qu'ils souhaitent pour contrôler le développement. En général, c'est surtout de la réglementation, parfois quelques programmes de subvention qui vont aller aider des commerçants à s'installer, par exemple. Mais il n'y a rien de plus important que la maîtrise foncière au final pour vraiment aller chercher ce qu'on souhaite exactement avoir dans ces espaces-là. Donc là, pour le secteur village, on voulait surtout se concentrer sur les terrains qui sont possédés par la ville, car on peut vraiment aller chercher une stratégie qui va permettre un réaménagement global et durable, tout en permettant à la ville de se départir de ces terrains, mais de s'assurer qu'elle se départit de ces terrains vers des développeurs, des entrepreneurs ou d'autres organismes qui vont aller dans la vision de la ville. C'est-à-dire qu'elle ne va pas vendre ces terrains euh, à n'importe quel offrant. La deuxième orientation de développement, c'est d'étendre la trame commerciale jusqu'à l'église pour l'intégrer dans le noyau villageois. À travers toutes nos discussions et nos ateliers lors du processus, on s'est rendu compte que la salle de spectacle du village était vraiment un élément central de l'identité locale, que c'était un lieu qui était très, très apprécié, mais que malheureusement, il était un petit peu excentré du noyau villageois du secteur village. Donc, on voudrait en fait, grâce aux terrains qui sont possédés par la ville, donc avec cette maîtrise foncière et avec l'idée d'aller lier l'église au reste du noyau villageois, d'aller créer une trame bâtie commerciale entre le bâtiment Félix Calvé et l'église pour renforcer le tissu commercial. Enfin pas enfin, mais en troisième orientation de développement, on a saisir l'opportunité de la maîtrise foncière pour élargir le chemin du village et favoriser les déplacements actifs. Donc, si on veut que l'église du village soit intégrée dans le noyau villageois, si on veut créer une trame bâtie entre le bâtiment Félix Calvé et l'église, on va avoir un gros problème qui est en fait le problème de l'accessibilité. Aujourd'hui, sur le chemin du village entre ces deux bâtiments, on a un trottoir qui est très étroit, on a une rue où les voitures et les camions passent et roulent très vite. C'est pas du tout propice en fait au déplacement actif, au déplacement à pied notamment. Et donc, et en plus, il y a une topographie un peu particulière qui fait que c'est encore moins accessible. Et donc, on propose en fait d'aller élargir la rue pour assurer une circulation fluide et sécuritaire pour les piétons, les cyclistes et les automobilistes, tout en renforçant l'attractivité commerciale. On améliore la sécurité et on crée une ouverture et un sentiment d'accueil dès l'église du village, et non à partir du bâtiment Félix Calvé.
on va vous montrer une petite esquisse de cette représentation à la fin de la présentation. Enfin, notre quatrième orientation de développement, c'est d'optimiser l'occupation du territoire pour augmenter la demande de proximité. Donc, dans le contexte, on a une vitalité, j'en ai déjà un petit peu parlé, mais on a une vitalité du milieu villageois qui repose sur la proximité entre l'offre commerciale et la demande locale. Et donc, l'objectif, c'est d'aller chercher les endroits où on pourrait aller un petit peu densifier, en fait, optimiser l'occupation du territoire en créant des logements qui seraient toujours bien intégrés architecturalement, évidemment, mais peut-être avoir une offre de logement de villégiature un petit peu supérieure au niveau du chemin du village. Et puis dans les lots qui sont un petit peu plus en arrière, d'avoir plus de logements pour les résidents à l'année, les habitants à l'année. Donc dans ce cas-là, pour augmenter l'offre de proximité. Voici nos 4 orientations de développement qui nous ont vraiment guidés dans l'élaboration de nos recommandations. On a une petite slide un peu théorique, juste pour rappeler que dans la vitalité d'un noyau villageois et surtout dans la vitalité du noyau du secteur village de Mont-Tremblant, on a 3 échelles à prendre en compte. On a l'échelle locale de proximité, où en fait on a des commerces de proximité qui répondent aux besoins quotidiens des résidents du secteur. Ces commerces-là, s'ils sont de grande qualité, ils vont peut-être même devenir des destinations locales. Donc, ils vont par exemple aller attirer des gens du secteur centre-ville, voire même devenir des attraits touristiques. Donc, ça, c'est un plus, mais leur mission première, c'est de desservir les habitants du secteur. Donc, c'est quand même très important. On a tout ce qui est destination locale. Donc ça, c'est les commerces qui sont uniques et qui vont attirer les habitants de toute la région pour des besoins semi-courants. Donc là, on pourrait avoir boutique de vélo, boutique de sport et plein air, un marché fermier, etc. Donc eux, ils desservent aussi d'abord les locaux, mais ils ont un caractère distinctif qui les rend également attractifs pour les touristes. Et puis, on a tout ce qui est l'offre touristique. Donc là, c'est vraiment des commerces qui sont conçus principalement pour les touristes et les villégiateurs. Mais eux, pareillement, s'ils sont de grande qualité, c'est possible que de temps en temps, les résidents à l'année veulent en profiter. Donc, on a comme une complémentarité entre ces 3 échelles qu'il faut prendre en compte dans le développement d'un secteur pour s'assurer qu'on réponde à ces 3 besoins-là. On a mis aussi des petites phrases pour souligner ce qui est à retenir. Donc, je vais juste lire les phrases en bleu. Donc, ce qui est à retenir, c'est qu'un milieu de vie agréable pour les résidents créera un environnement attrayant pour les touristes. L'offre doit d'abord répondre aux besoins des résidents locaux avant de répondre aux besoins des touristes. Le développement commercial doit se baser sur la complémentarité des 3 secteurs de Mont-Tremblant. Et puis, il y a des synergies à exploiter entre les 3 échelles. Donc, c'est un petit peu ce que je vous expliquais un petit peu avant. On va rentrer dans le vif du sujet. Donc, qu'est-ce qu'on propose pour les terrains et les bâtiments qui sont possédés par la ville? Donc, sur cette carte, on a en fait en bleu tous les terrains qui sont possédés par la ville. Donc, vous pouvez voir qu'on a pas mal de terrains. Ici, on a la salle du village. Ici, on a le chalet Charlie, la plage du lac Mercier, la place de la gare, etc., etc. On ne travaille pas sur tous ces terrains, mais c'était pour vous montrer un petit peu à quel point la ville a une maîtrise du foncier dans le secteur. Je tiens quand même à souligner qu'il y a juste un tout petit terrain qui n'est pas possédé par la ville entre l'église et le reste du village. Et ça, on en parle un petit peu après. On va tout de suite passer aux différents terrains sur lesquels on a des propositions. Donc, de ces terrains-là, on en ressort 7 lieux d'intervention, en fait. Donc, les 6 premiers lieux d'intervention, ce sont des terrains qui sont possédés par la ville. Et le 7e lieu d'intervention, c'est la petite maison qui n'est pas possédée par la ville, mais qu'on voulait quand même souligner parce qu'elle va devoir faire partie de la stratégie qu'on propose pour le développement commercial du secteur. Donc, on en parle à la toute fin. Donc, pour le premier terrain, on a en fait le terrain, le bâtiment de l'ancien baril roulant et également, juste pour vous remontrer la carte avant, le terrain vacant qui est juste derrière l'ancien baril roulant et les quelques bâtiments qui sont en arrière encore. Donc là, l'idée, c'est d'aller fusionner ces lots-là pour créer un seul et même terrain. Et en fait, en faisant la fusion de ces lots, on va pouvoir aller chercher une intégration peut-être plus intéressante pour le secteur village.
Le bâtiment du Barré Roulant est vraiment un beau bâtiment qui est directement sur le chemin du village, qui est en face de la plage. Donc, il y a vraiment un beau potentiel pour aller créer un commerce qui va créer beaucoup d'animation, mais qui va attirer beaucoup de monde. Donc, on pensait à une boulangerie-pâtisserie pour répondre à la fois aux besoins des résidents locaux, mais aussi des villégiateurs. Ça attirait également les excursionnistes. En été, il pourrait y avoir un petit stand de crèmerie estivale dans le bâtiment également. Et puis, en arrière-lot, on pensait développer des logements de villégiature avec commerce au rez-de-chaussée pour renforcer l'animation commerciale. Donc là, on peut voir les photos en bas, c'est les bâtiments qui sont en arrière-lot. Donc là, il y aurait la possibilité de démolir ces bâtiments pour un petit peu optimiser l'espace. Et puis, on pourrait garder un petit stationnement également à l'arrière. Là, on peut voir qu'il y a un petit stationnement juste là. On pourrait le garder pour s'assurer qu'il y ait toujours suffisamment de stationnement dans le secteur. À travers notre rapport, on a également réfléchi un petit peu à quelles sont les différentes structures légales qu'on peut proposer. Aujourd'hui, c'est quand même difficile d'attirer des entrepreneurs ou d'attirer des entrepreneurs qui vont prendre un risque dans une aventure où ils ne savent pas forcément si ça va fonctionner. Et donc, il y a plein de modèles d'affaires différents qui sont possibles. Ce n'est pas forcément toujours des entreprises privées. Et donc, à travers nos propositions, on propose des structures légales qui vont apporter, enfin, qui donnent un exemple euh, d'autres modèles d'affaires que simplement un entrepreneur privé. Ça permet un petit peu c'est ça, de donner ces exemples-là. C'est peut-être pas forcément la version finale de ce qui va être fait, mais c'est vraiment pour l'expliquer. Donc, par exemple, ici, pour le baril roulant, nous, on proposerait que ce soit une fiducie. Je vais vous expliquer un petit peu après ce qu'est une fiducie. Mais en gros, la ville qui possède le terrain pourrait être donc le constituant de cette fiducie, la créer et céder le lot à une OBNL qui va ensuite gérer l'espace, gérer toute la partie avec les entrepreneurs pour le développement de l'entreprise, etc. Puis ça va permettre sur le long terme, en fait, d'avoir un terrain qui va être plus abordable et donc de réduire les coûts en fait, d'entrée d'entrepreneurs, etc., puis de garder un contrôle sur l'usage de cet espace. Excusez-moi. Juste ici, on a une petite slide qui explique ce qu'est une fiducie d'utilité sociale. C'est un concept un peu complexe, mais on tente de l'expliquer grâce aux différents matériels qu'on peut trouver en ligne, notamment grâce au TIES. Donc, une fiducie d'utilité sociale, c'est un bien qui est affecté à un usage plutôt qu'au bénéfice d'une personne ou d'une organisation. Elle permet en fait d'exclure ce bien du marché immobilier et de lui sceller une vocation à perpétuité. En fait, c'est un petit peu une démarchandisation du bien. Donc, ça va être là, par exemple, le bâtiment ou le lot. Et ça va permettre en fait que euh, le contrôle, enfin l'usage de ce bien soit déterminé à l'avance. Donc là, on pourrait avoir un usage comme avoir un rez-de-chaussée commercial, avoir un commerce de proximité qui est dédié à l'offre locale. Bref, on peut déterminer un petit peu les usages comme on les souhaite. Il y a une charte en fait qui va permettre ça. Et puis après, ça va être un organisme qui va gérer qui va gérer la mission en fait que la mission de ce bien soit menée à fruit. Donc, on va avoir un organisme à but non lucratif, par exemple, qui va aller gérer, qui va aller chercher des entrepreneurs pour qu'ils s'installent, etc., etc. Puis ça permet en fait d'avoir du financement, des avantages fiscaux potentiels, de réduire les coûts d'entrée pour les entrepreneurs et surtout d'assurer que ce bien ne se retrouve pas vendu dans la spéculation, etc., etc. Donc, on a un usage qui est à perpétuité pour les fiducies. Donc, c'est assez intéressant quand on veut s'assurer que le noyau villageois garde sa vocation commerciale de proximité dans des endroits très stratégiques. Un autre modèle d'affaires qui se fait beaucoup aussi à travers le Québec de plus en plus, c'est quand plusieurs entrepreneurs partagent un même local pour réduire les frais.
Donc c'est toujours, on a des loyers très élevés, par exemple, à Mont-Tremblant, donc des loyers commerciaux très élevés. Donc c'est une façon d'aller réduire les frais et de maximiser un petit peu les ressources en partageant des locaux. Donc là, on a par exemple un café, une sandwicherie et une boulangerie qui partagent le même local dans la ville de Québec. Ça marche tellement bien qu'ils ont ouvert plusieurs endroits à Québec où ils partagent toujours les locaux entre trois et ils utilisent leurs produits en fait entre eux. Et ça leur permet de se soutenir, mais aussi d'aller créer une espèce de synergie dans l'offre toute la journée. Et puis ça attire beaucoup, beaucoup de monde. On voulait également montrer un petit peu des inspirations de cadres bâtis parce qu'on propose quelques démolitions. Donc, qui dit démolition dit reconstruction. Nous, on est très à cheval sur l'idée qu'il faut absolument que ça s'intègre architecturalement dans ce qui existe déjà dans le secteur village, tout en étant suffisamment dense pour aller chercher une augmentation de la demande de proximité. Donc, sur deux ou voire trois étages, 2 étages et demi, 3 étages, tout en s'intégrant. Donc voici plusieurs inspirations de cadres bâtis avec des potentiels de rez-de-chaussée commerciaux, etc., etc. Pour ce qui est du terrain numéro 2, donc pour l'ancienne gare de Mont-Tremblant, donc aujourd'hui, elle est utilisée comme une galerie d'artistes. C'est aussi le bâtiment qui est situé juste au bord de la piste cyclable du Petit Train du Nord. Il y a une petite placette juste devant la gare, entre la gare et le chemin du village. De l'autre côté, vers le côté Petit Train du Nord, c'est un petit peu moins mis en valeur, malheureusement. Mais ça reste un emplacement stratégique euh, qu'on peut aller valoriser. Donc nous, ce qu'on proposerait, c'est de relocaliser la galerie d'art. On va en parler un petit peu plus loin, mais dans la maison verte du 1849 chemin du village, qui offrira davantage d'espace et peut-être une possibilité de diversifier son offre avec une terrasse d'artistes. Je vais en parler un petit peu plus loin. Et puis, en fait, comme c'est un lieu un peu central dans le chemin du village, d'aller chercher une vocation qui est plus orientée sur une boutique touristique qui met en valeur des produits locaux, style gourmet sauvage, peut-être une halte chaleur en hiver avec une salle multifonctionnelle pour accueillir des activités communautaires en partenariat avec le Carrefour Jeunesse Emploi. On pourrait également travailler sur la création d'un espace extérieur accueillant pour les visiteurs plus en été. Pour ce qui est de la structure légale, on trouvait ça intéressant d'aller proposer une gestion par le Carrefour Jeunesse Emploi. C'est quelque chose qu'on retrouve à travers le Québec. Je vais vous montrer quelques exemples juste ici. Par exemple, à Shawinigan, il y a un café-boutique, Le Wilson, qui est géré par le Carrefour Jeunesse Emploi. Donc, ça permet en fait à des jeunes de se familiariser avec le service à la clientèle et la gestion d'un commerce, tout en ayant un modèle d'affaires qui est intéressant, puis qui va aller intégrer donc ces jeunes-là, tout en étant quand même quelque chose qui va aller, enfin, qui a un véritable commerce. On a également le Cordon Vert à Saint-Jean-sur-Richelieu, qui est un autre exemple de café-bistrot géré par le CJE. Donc, c'est assez intéressant de voir comment on peut intégrer des organismes locaux dans la gestion de commerce pour s'assurer qu'on a l'usage qu'on veut dans ces endroits-là. On voulait mettre un petit cas inspirant de boutiques de produits locaux tels que Gourmet Sauvage pour mettre en valeur ces produits-là. Notre troisième bâtiment, notre troisième terrain, c'est le stationnement de l'édifice Félix Calvé. Donc, on a un grand stationnement de surface avec 2 entrées charretières, une sur le chemin du village qu'on voit juste ici, et puis une au fond qui est ici sur la rue du Couvent. Là, on propose quand même une assez grosse transformation. On estime que pour le bien-être en fait de la trame commerciale, pour éviter d'avoir des dents creuses dans cette trame commerciale, il faut aller refermer cette trame commerciale sur le chemin du village jusqu'à l'église. Et donc ça nécessite en fait euh, enfin, la proposition qu'on fait, c'est de construire un bâtiment à cette entrée-ci, l'entrée du chemin du village. Donc on aurait juste un bâtiment qui aurait à peu près la même empreinte que le bâtiment Félix Calvé, donc qui serait juste à côté, qui boucherait cette entrée du stationnement. Mais ce n'est pas grave parce qu'il y a déjà une entrée charretière de l'autre côté sur la rue du Couvent. Donc le stationnement serait toujours accessible. On peut voir ici qu'il y a beaucoup d'espace qui n'est pas optimisé du tout en tant que stationnement. Donc on avait fait le calcul. Je ne sais pas si c'est inscrit sur la place, mais oui, c'est ça.
on pourrait quand même conserver 36 places sur les 40 places disponibles aujourd'hui. Donc, on perdrait 4 places en tout de stationnement en construisant un bâtiment. Mais ça permettrait d'augmenter l'offre commerciale dans le secteur. On pourrait avoir un ou deux étages de logements de villégiature aux étages. Donc, aller augmenter la demande de proximité. Et puis, au rez-de-chaussée, on proposerait d'aller installer un commerce de services ou un comptoir pharmacie offrant des produits de première nécessité. Donc, quelque chose d'assez intéressant puis qui répond vraiment aux besoins des locaux. Ici, ça pourrait être une entreprise privée avec un gestionnaire d'immeubles. Donc, ça pourrait être soit un acteur privé, soit une OBNL. Il y a plusieurs façons de voir la chose, mais l'idée, c'est vraiment d'aller refermer la trame commerciale. On voulait montrer le cas inspirant d'une pharmacie à Montréal, une petite pharmacie de quartier qui est vraiment en fait juste une pharmacie. Donc ils vendent des produits de première nécessité, d'entretien, de ménage et puis de soins de santé et puis de prescription. C'est un tout petit endroit vraiment très local qui est très sympathique et qui s'inscrit bien dans une plus petite surface commerciale de proximité. Ensuite, on a tous les bâtiments, enfin tous les terrains en fait qui sont sur la rue Benoît, donc le 109, le 113 rue Benoît, et puis la maison avec la façade de pierre au 1855 chemin du village, et puis le terrain vacant en fait qui est juste à côté du bâtiment Félix Calvé, qui est le 1865 chemin du village. Donc là, on a quatre terrains qu'on proposerait. On proposerait en fait de fusionner ces lots-là pour avoir pour maximiser en fait le potentiel de développement et assurer une intégration harmonieuse dans le secteur. Euh, la rue Benoît serait conservée pour tout ce qui est gestion logistique des commerces, parce que l'idée c'est d'avoir donc une fois de plus de refermer en fait la trame commerciale, donc d'avoir des commerces qui s'installent vraiment devant la rue. On pourrait également avoir enfin, on pourrait utiliser le stationnement en arrière de l'édifice Félix Calvé pour la clientèle de ces commerces-là, donc juste à proximité. On proposerait comme vocation une microbrasserie en avant-l'eau en rez-de-chaussée commercial avec une vue sur le lac Mercier. Donc imaginez que dans ce terrain vague-là, on pourrait aller construire, en fait, si on allait démolir les maisons qui sont là, cette maison-là, notamment, celle qui est la 109 rue Benoît. On pourrait y construire un bâtiment très intéressant avec une microbrasserie qui donnerait directement sur le chemin du village, avec une vue sur le lac Mercier. Peut-être que ce serait un bâtiment avec un très haut premier étage pour avoir une belle salle d'intérieur en hiver. Et puis, en été, ça pourrait être une terrasse sur le toit pour la microbrasserie en plus. Et puis, en arrière, ça pourrait être plus des logements. Donc des logements de villégiature, tout en préservant un espace fonctionnel pour les livraisons et l'accès à l'église. Donc là, comme structure légale, nous on propose soit c'est un développement avec une entreprise privée, soit ça pourrait être également une gestion de la microbrasserie par une coopérative de travailleurs ou alors un entrepreneur privé. Donc l'idée, c'est vraiment d'aller chercher un commerce qui va aller s'installer pour refermer la trame commerciale et puis des logements de villégiature pour augmenter la demande de proximité. C'est un peu toujours la même rengaine. On voulait un peu parler, donc là, c'est juste une slide qui explique ce qu'est une coopérative. En fait, c'est une entreprise qui est détenue par ses membres, qui sont tous égaux, donc un membre égale un vote. Et puis le modèle coopératif, notamment en alimentation, ça permet aux communautés d'obtenir les produits et les services selon leurs besoins, puisque les membres sont à la fois propriétaires et à la fois clients du commerce. Donc, il y a plusieurs types de coopératives, c'est assez intéressant. Ça se fait pas mal dans les microbrasseries, par exemple le Saint-Fu à Saint-Fulgence qui est une coopérative de travail, et donc qui est en fait une microbrasserie. Donc quand on y va en tant que client, c'est simplement une microbrasserie, mais les travailleurs sont des membres à part entière de cette coopérative et ont donc un modèle d'affaires assez intéressant quant à la gestion du projet. Et en général, pour les microbrasseries, ça marche plutôt bien. À droite, on a mis l'exemple de la microbrasserie Tadusa, qui, elle, est une entreprise privée et qui fonctionne également très bien. Ensuite, on a le Chalet Charlie. Donc, le Chalet Charlie, c'est un bâtiment qui est d'intérêt patrimonial. Il a une localisation stratégique. Il est un peu à l'entrée du village. Il est à la fois sur le chemin du village, comme on le voit vu d'ici, mais vu d'en bas, il est également
encore plus impressionnant et encore plus beau. Il est vraiment sur la piste cyclable du Petit Train du Nord. Il a une vue imprenable sur le lac Mercier, puis il marque vraiment l'entrée du secteur village pour les cyclistes. Donc nous, comme opportunité de développement, on voit vraiment de la restauration, de la mise en valeur du bâtiment patrimonial. Ça nécessite beaucoup d'investissement, évidemment. Il y a une possibilité de mettre des subventions en place si c'est géré par une coopérative de travailleurs également. Donc ça pourrait être intéressant de voir ça comme modèle d'affaires. Les vocations qu'on propose, bah, c'est un restaurant bistrot avec agrandissement au niveau jardin, donc vraiment au niveau du Petit Train du Nord, avec une terrasse une terrasse qui serait peut-être au premier étage pour profiter de la vue sur le lac. On aurait une devanture commerciale qui est plus tournée vers la piste du Petit Train du Nord pour une meilleure accessibilité, parce qu'on voit bien ici, il y a vraiment, en fait, il y a un trottoir de 50 cm, enfin, c'est pas du tout sécuritaire pour les piétons depuis le chemin du village. Donc, ce serait vraiment quelque chose qui est un commerce qui est tourné sur le Petit Train du Nord. C'est une entreprise privée ou une coopérative de travailleurs qui loue la bâtisse avec un bail long terme. Bref, il y a tout quelque chose à trouver. Là, c'est des photos de 2013, mais vous avez vu que ce bâtiment est en un petit peu moins bon état aujourd'hui. Donc, il y a un petit travail à faire pour sa rénovation qui va coûter une certaine somme. Donc, on voit quand même le potentiel de développement commercial. Ce serait vraiment quelque chose qui attirerait beaucoup, beaucoup de monde, mais ça va nécessiter des investissements majeurs. On a mis quelques photos d'inspiration pour ce bâtiment-là. Donc, avec des terrasses, on voit par exemple la pizzeria des Battures ici, qu'on peut avoir une vue sur le lac tout en étant à l'intérieur, une petite terrasse qui donne directement sur l'eau. Bref, il y a plusieurs façons de voir une microbrasserie, enfin de voir un restaurant bistrot, pardon, sur le lac, mais c'est super intéressant et ça peut être vraiment très très beau pour aller marquer le noyau villageois. Le 1849 chemin du village, donc la Maison Verte, telle qu'on l'a un petit peu surnommée à rue principale. C'est un bâtiment résidentiel aujourd'hui qui a requalifié pour étendre la trame commerciale jusqu'à l'église. Donc, ne pas garder cette vocation résidentielle pour s'assurer qu'il n'y ait pas de creux, c'est ça, de trous dans le tissu commercial. Il y a une proximité stratégique avec l'église, donc il y a l'église, c'est déjà un petit peu le pôle culturel, enfin une partie du pôle culturel du secteur village. Donc, pour aller étendre ce pôle culturel jusqu'à la Maison Verte, on pourrait aller donc renforcer cette identité culturelle. On pourrait l'inclure dans une fiducie pour garantir cet usage artistique à long terme. Donc là, c'est vraiment intéressant si on veut vraiment mettre en valeur la fibre artistique du secteur village. Bah, la fiducie, elle va permettre de garantir cet usage à perpétuité. Donc nous, on le voit un petit peu comme un lieu artistique et culturel. Donc il y aurait la galerie d'art qui est actuellement située dans la gare. On pourrait avoir des activités complémentaires pour que ça se tourne aussi, transforme un petit peu aussi comme un commerce qui va aller chercher un petit peu de revenus également. Ça pourrait être une vitrine de création artisanale locale. Il pourrait y avoir des ateliers d'art, des retraites pour les jeunes artistes, des levées de fonds, un petit musée, un marché des artisans. Bref, il y a plusieurs choses qui peuvent être faites. Il pourrait y avoir un agrandissement du bâtiment. Bref, ça pourrait être intéressant. Et puis, bah, nous, on le propose dans la fiducie vraiment pour le côté, pour le côté, enfin, pour l'idée de garantir son usage artistique à perpétuité. Hop. On a mis quelques exemples de maisons de musées dans des maisons. Bah là, c'est des maisons plus patrimoniales, mais c'est assez intéressant de voir un peu comment on peut aller transformer un bâtiment qui est résidentiel en un bâtiment artistique. Excusez-moi. Donc voilà, on a la maison mairie à Magog, puis la maison Félix Leclerc à Vaudeuil-Dorion. On a également le cas inspirant du quartier des artisans à Lac-Mégantic, qui est en fait à la fois un atelier d'artistes avec un atelier en fait tout en arrière avec toutes sortes d'outils pour la création, pour que les artistes puissent créer dans cet atelier. Et puis l'avant, c'est à la fois une petite boutique d'art local. Il y a également une cuisine donc, pour recevoir quelques réceptions des 5 à 7, etc. Faire des ateliers d'artistes. Bref, c'est quelque chose de multifonctionnel. Puis c'est un organisme à but non lucratif qui gère ça avec des artistes qui viennent d'à travers le Québec pour participer à des promotions sur plusieurs mois. C'est vraiment un modèle super intéressant qui fonctionne très bien à Lac-Mégantic.
Et enfin, on a le 1845 chemin du village, qui est donc la petite maison entre la maison verte et le stationnement de l'église. C'est un terrain qui est occupé donc par un bâtiment résidentiel et qui est un terrain privé qui n'appartient pas à la ville. Nous, on propose en fait que la ville acquérisse ce terrain euh, euh, avec un droit de préemption. Donc, il faudrait voir évidemment avec le ou la propriétaire du terrain. Mais l'idée, c'est vraiment d'avoir une continuité de la trame commerciale jusqu'à l'église du village et de permettre, j'en parlais un petit peu plus tôt, l'agrandissement du chemin du village. Et sans cette acquisition, on ne va pas être en mesure de le faire malheureusement. Donc, on aurait les raisons de l'acquisition, c'est ça, c'est d'améliorer les déplacements et le parcours d'ambiance, donc d'aller agrandir le chemin du village, de continuer la trame commerciale. Donc, ce qu'on proposerait, c'est une requalification ou la construction d'un nouveau bâtiment commercial en retrait pour dégager de l'espace piétonnier. C'est de créer un accès ou ça pourrait aussi être de créer un accès direct derrière l'église pour faciliter les déplacements, notamment pour tout ce qui est livraison pour la salle de spectacle de l'église. Et puis de renforcer la vitalité commerciale par une meilleure intégration avec le noyau villageois. Donc voilà, donc on a vraiment ce terrain-là qui est un très beau terrain dans un lieu très stratégique. Et puis l'idée, ce serait que la ville puisse l'acquérir pour le développement en fait, complet du secteur. Pour finir la présentation, il me reste 25 secondes, donc je voulais vous montrer une esquisse qu'on a fait en fait pour montrer à quel point c'est important d'aller agrandir le chemin du village pour cette trame commerciale. Donc là, imaginez, vous avez le bâtiment Félix Calvé qui est tout au fond ici, le chalet Charlie qui est ici, la maison dont on vient juste de parler, et puis les trottoirs qui doivent faire environ 1 mètre et demi de large, donc vraiment pas suffisamment large pour bien se déplacer. Imaginez avec une poussette, des gens qui se croisent, bref, c'est pas du tout sécuritaire. On a aussi l'église du village qui attire beaucoup de monde lors des soirées de spectacle. Tout le monde ne peut pas forcément se stationner. Ce serait intéressant d'avoir des gens qui arrivent à pied. Donc, on a fait une petite esquisse pour montrer notre proposition, en fait, de déplacer, de repousser le mur de soutènement de quelques mètres et donc de permettre un agrandissement des déplacements des piétons et une végétalisation de la rue. Donc, voici. Donc là, on voit bien, il y a beaucoup plus d'espace de déplacement. Par rapport à la petite maison qui est juste ici, on a surtout réduit en fait le stationnement de cette maison. Il reste toujours une case de stationnement disponible, mais avant, il y en avait deux devant la maison. Ça nous permettrait d'avoir une belle fosse plantée qui viendrait séparer le chemin du village, enfin la chaussée en fait, du trottoir, donc pour vraiment aller sécuriser tout l'espace, puis en même temps créer une entrée dans le secteur, créer quelque chose de beau qui va vraiment indiquer l'entrée dans un noyau villageois euh, dense et dynamique. Donc voici pour la présentation. Je vais arrêter le partage et on va ouvrir la période de questions. Merci, Guillaume. Merci beaucoup. Donc, dans le chat, si possible, si vous avez des questions ou des commentaires, vous pouvez les indiquer là, sur notre chat et puis moi, je vais me faire un plaisir de les lire pour vous. Maxime, le budget global avec infrastructure proposée. On n'a pas encore de budget global pour ce projet. C'est un projet qui est ambitieux, qui va demander un certain budget, notamment pour la restructuration de la rue principale. Il ne faut pas se le cacher que la proposition est quand même ambitieuse. Toutefois, la ville possède presque l'entière totalité des terrains dont on parle. Donc ça, c'est aussi une source de revenus potentielle pour la ville qui va permettre d'aller compenser ce budget. Mais bon, je ne peux pas m'avancer pour la ville de Mont-Tremblant, mais ça reste un budget quand même relativement important.
le fait que la ville possède les terrains, c'est vraiment une grande aide pour ce projet. André, bonjour, merci pour votre présentation. Merci d'indiquer qui paiera pour ces améliorations. Donc, ça vient un peu répondre à la question. Règle de pouce plus 12, règle de pouce plus 12 millions. Règle de pouce plus 12 millions. Minimum, excusez-moi, minimum 12 millions probablement. Qui sait? Donc, la prochaine. Je voudrais ajouter, donc oui, on a un budget pour la mise en œuvre de ce projet, mais c'est un projet qui va vraiment aller développer toute la trame commerciale du secteur. Donc non seulement la ville ne va plus avoir à charge un grand nombre des terrains qu'elle doit entretenir aujourd'hui, mais en plus, tous ces nouveaux commerces vont attirer des investissements privés, vont attirer plus de monde, une demande accrue, il y aura également plus de logements. Donc l'idée, c'est que sur le long terme, ce soit un projet qui soit vraiment bénéfique, tant financièrement qu'en termes d'ambiance et de vitalité du secteur. On a un commentaire ici en disant si vous ne pouvez pas attirer des commerçants, est-ce un signe que les commerces ne seront pas viables? Ça dépend du type de commerce, mais on sait que ces commerces qui ont été recommandés par rue principale sont quand même, avec la recommandation et le rapport, on le voit bien que c'est des histoires à succès aussi dans d'autres municipalités. En fait, c'est ça, c'est exactement ça. On a fait une étude de marché qu'on n'avait pas le temps de présenter ce soir, mais dans cette étude de marché, on regarde un petit peu quelles sont les fuites commerciales à Mont-Tremblant, du secteur village, du secteur centre-ville, quels sont les commerces qui sont déjà existants aux alentours, c'est quoi la concurrence en fait, c'est quoi l'offre existante, c'est quoi la demande potentielle. Et puis, ça nous a permis de déterminer que tous ces commerces-là qu'on propose aujourd'hui auraient un potentiel d'implantation. Et puis en fait, c'est aussi un espèce de, comme je montrais, un cercle vertueux qu'on vient chercher en augmentant les investissements, en ayant une vision claire de la part de la ville sur le développement du secteur. Ça va rassurer les entrepreneurs. Les entrepreneurs, en général, ce qu'ils veulent, c'est une vision sur le long terme qui va les rassurer dans leur entreprise parce que c'est un gros risque qu'ils vont mettre au début. Il faut s'assurer que la ville ne change pas d'avis, que la vision de développement est clair et bien tracé, etc. Puis grâce à ça, ça va permettre d'attirer ces commerces-là. Et les différents modèles d'affaires qu'on propose vont permettre en fait d'aller chercher aussi d'autres acteurs qui ne sont pas forcément des entrepreneurs privés et donc de limiter certains risques en fait, en les répartissant grâce à des modèles d'affaires un peu différents. Donc on espère que ça va permettre d'attirer les commerces que l'on souhaite pour le Et répondre aussi à un besoin des citoyens au village aussi. Avez-vous pensé à des infrastructures temporaires dans le parc, exemple village de conteneurs comme dans le Vieux-Port de Montréal, mais avec un enveloppage de bois pour représenter notre région, forêt, multifestival comme à Vienne ou en Autriche, le tout sans mettre des infrastructures permanentes? Alors justement, bah, c'est un petit peu moins dans la partie qu'on présentait ce soir, mais on travaille en parallèle sur toute une partie développement, enfin parcours d'ambiance. Alors je ne sais pas de quel parc vous parlez présentement, mais on réfléchit beaucoup justement à ces infrastructures un peu, nous qu'on appelle transitoires, qui permettent d'aller installer des choses peu coûteuses, qui vont apporter de l'ambiance, qui vont apporter de l'animation. Puis on essaye plusieurs configurations et au fur et à mesure du temps, c'est comme une consultation publique en fait, en temps réel et à échelle humaine. Et puis au fur et à mesure du temps, on voit ce qui plaît, ce qui plaît pas. Puis peut-être qu'après, ça va mener à des infrastructures qui sont permanentes, qui vont être plus coûteuses. Mais ça permet d'avoir cette transition-là et de s'assurer de ne pas avoir
de problèmes. Mais c'est très intéressant comme proposition. Et on a un peu pensé à ces... ben, on n'a pas pensé à cette idée particulière de village de conteneurs entouré de bois, puis on pourra la regarder pour le parcours d'ambiance. On a pensé à plein de façons en fait, d'intégrer un parcours d'ambiance intéressant dans le secteur village. Je voudrais quand même souligner que dans le secteur village, on a tout un développement enfin, toute une proposition qui a été faite par l'architecte Pierre Thibault. Donc nous, on a surtout travaillé sur la partie qu'il a pas développé parce qu'on veut pas. Enfin, c'est une partie qui est en cours de mise en œuvre par la ville. Donc, on vient compléter cette partie-là. Annie, je voudrais juste répondre à la question juste avant que tu as peut-être sauté sur Oui, pourquoi vouloir densifier le village. oui. Alors, bon, le terme densification, ça fait souvent peur parce qu'on s'imagine des choses qui sont hors normes par rapport à ce qui est existant aujourd'hui. Mais l'idée vraiment derrière la densification du village, c'est bah, d'avoir cette demande de résidents locaux ou au moins de villégiateurs qui va permettre la survie et en fait le bien-être financier des commerçants qu'on veut avoir dans notre secteur. Donc par exemple, nous, ce qu'on a entendu dans nos ateliers, c'est qu'il y a pas assez de services de proximité, il n'y a pas de pharmacie, par exemple. Donc l'idée, c'est que si on veut avoir une pharmacie, bah, il faut avoir un seuil quand même plus élevé de résidents ou une demande plus élevée. Et donc, pour avoir ça, il faut aller chercher cette densification. Puis la densification, elle a aussi, enfin, au-delà de la vitalité commerciale, elle apporte aussi de l'animation dans le secteur. C'est quelque chose qui rend le secteur plus vivant sur le long terme. Puis elle peut être faite vraiment d'une façon très douce en termes de hauteur des bâtiments, en termes d'intégration architecturale. Il y a déjà toute une réglementation qui permet d'assurer que ce ne soit pas une densification qui vienne dénaturer le secteur. Puis, oui, on va vous faire parvenir, ou en tout cas, on va le mettre probablement là, sur notre site, l'étude des fuites commerciales avec les recommandations de rue principale. Étant donné qu'on est encore dans le processus, on ne l'a pas publicisé tout le travail, mais à la fin du travail, oui, effectivement, là, on va la rendre disponible. Très belle proposition. Oups, excusez-moi. Qu'est-il prévu pour la plage du lac Mercier? Alors, la plage du lac Mercier, elle fait notamment partie de la vision de Pierre Thibault. Donc, c'est quelque chose qui est en train d'être mis en œuvre par la ville. Je peux pas, et là, je fais de mémoire, donc je me souviens plus exactement ce qu'on propose pour cette plage-là, mais je pense qu'une partie des propositions, c'est un agrandissement, c'est d'aller chercher en fait, une meilleure continuité entre la rue du Couvent jusqu'à la plage, aller chercher un agrandissement un espèce de ponton qui va s'avancer sur le lac. Dans la vision de Pierre Thibault, il y avait même l'idée d'avoir une piscine naturelle en fait dans le lac. Donc il y a toute une série de propositions qui sont en cours pour la plage du lac Mercier. Y a-t-il un thème spécifique sur lequel le tout sera fait? Alors, je suis pas sûr de comprendre à 100% cette question. Un thème spécifique, bah, ce qui me viendrait en tête tout de suite, ce serait vraiment l'idée de conserver l'identité du village. Le thème qu'on voudrait vraiment mettre en valeur, c'est tout ce qui est à la fois commerce de proximité et mise en valeur de la fibre artistique du secteur village, et puis aller chercher un petit peu quand on parle du côté sport, etc., sport, nature, c'est mettre en valeur le petit train du Nord, aller, euh, aller chercher en fait de la demande à travers ces axes-là. Donc, développement des déplacements piétons, puis attirer les vélos touristes. Mais voilà, je ne sais pas si ça répond vraiment à votre question. Je ne suis pas sûr de bien la comprendre. Ici, on dit comment pouvez-vous présenter un projet aux citoyens si vous n'avez pas fait d'analyse des coûts potentiels de revenus? Vous n'êtes pas la chambre de commerce. Donc, Alors non, je ne suis pas la chambre de commerce. Et puis nous, on est vraiment une entreprise qui travaille sur l'idéation en premier. Donc la façon dont on travaille, c'est vraiment un travail en entonnoir. Donc on part
très large. Notre démarche est vraiment orientée sur des ateliers de consultation publique dans un premier temps pour en fait faire un diagnostic du secteur. Donc, on va aller chercher un petit peu comment est-ce que les résidents, les commerçants, les acteurs du secteur village vivent la vitalité du secteur. Bon, je me répète beaucoup dans les termes, mais voilà, donc on va aller chercher des questions d'identité. C'est quoi l'identité du secteur? C'est quoi ce qui ressort? C'est de quoi est-ce qu'on est fier? Qu'est-ce qu'on aimerait voir dans l'avenir? Qu'est-ce qui nous manque? Qu'est-ce qui fonctionne bien? Tous ces aspects-là. En parallèle de ça, donc ça, c'est tout ce qu'on va aller chercher auprès des résidents, des commerçants, etc. En parallèle, nous, on a toute une série de données qui va nous permettre de faire l'étude de marché où on va aller voir bah, c'est quoi l'offre actuelle, c'est quoi la demande actuelle, c'est quoi le potentiel de développement. Et puis après, on a comment est-ce qu'on transforme en fait, comment est-ce qu'on va mettre en œuvre ce potentiel de développement. Donc là, c'est vraiment ce qu'on présente aujourd'hui. On va aller chercher dans l'ambition parce que il faut d'abord un petit peu ouvrir les yeux sur ce qui est possible, sur ce qui reste réalisable. Oui, ça va peut-être coûter un petit peu cher, mais ça reste réalisable. Et ce qu'on propose, c'est vraiment quelque chose qu'on estime être euh, rentable, entre guillemets, c'est pas vraiment le bon terme pour un projet public, mais rentable dans le sens le plus large possible, sur le long terme, pour le secteur village. L'étude des coûts, elle se fait un petit peu plus tard au final, quand on va aller valider les projets avec des ingénieurs, avec des fournisseurs, etc., quand on va faire des appels d'offres. Nous, on n'est pas là, on est encore dans une partie de l'entonnoir qui est relativement large. Le but, c'est d'aller voir si ça correspond aux attentes et aux besoins à la fois des résidents, des acteurs des différents secteurs et puis de la ville. Est-ce possible de nous donner des exemples là, de situations similaires de villages que vous accompagnez, rue principale, et des pistes de succès que vous avez à ce jour, là? Oui, on a travaillé dans beaucoup de villages similaires. Euh, alors, à la fois oui et à la fois non, parce que Mont-Tremblant, ben, vous le savez, c'est la troisième destination touristique du Québec, donc c'est un petit peu difficile de les comparer à d'autres endroits du Québec en termes de, en termes de vitalité, etc., commerciale, qui est bien au-delà de la taille, en fait, du secteur, comme je le disais un petit peu plus tôt. Mais on a travaillé, bon, moi ça fait 4 ans que je suis chez Rue Principale, on existe depuis 40 ans, donc il y a plein de projets que je ne connais pas qui ont eu des répercussions. On a beaucoup travaillé par exemple à Coaticook, qui a un petit peu explosé en termes je ne sais pas si vous connaissez Coaticook, mais c'est là où il y a Foresta Lumina par exemple. Puis ils ont rénové complètement leur noyau villageois. Ils ont beaucoup travaillé sur tout ce qui était la beauté des façades. Ils ont investi beaucoup pour devenir une destination touristique avec Foresta Lumina. Et aujourd'hui, c'est devenu un petit peu un emblème de cette réussite-là au Québec. On a travaillé aussi avec Saint-Tite, qui, vous connaissez peut-être, qui est un festival western. Donc, c'est un petit peu différent en termes de réalité parce que eux, ils ont une ou deux, je me souviens plus combien de temps le festival dure, mais pendant ce festival, ils ont des milliers, enfin, des dizaines de milliers en fait de gens qui viennent. Puis, ça fait vivre les commerces à l'année. Donc, eux, ils ont un petit peu des enjeux un petit peu différents parce qu'il y a certains commerces qui sont fermés tout le reste de l'année puis qui ouvrent seulement pendant le festival, mais ils font quand même suffisamment de chiffre d'affaires pour garder pignon sur rue. On a travaillé dans d'autres villages. Nous, on a travaillé, par exemple, pour vous donner un exemple, c'est un projet sur lequel j'ai travaillé particulièrement, mais à Marieville, qui est une petite ville, hein, c'est pas un village, mais bon, c'est une petite rue principale avec quelques commerces dessus. Puis là, c'est plus en termes de transformation physique. Vous pourrez aller voir vous-même je pense sur Google Street View, c'est déjà fait, mais c'est une ville qui voulait mettre en place une piste cyclable sur sa rue principale et donc qui a décidé de retirer une voie de stationnement. Ils sont venus nous voir en nous disant comment est-ce qu'on peut implanter cette piste cyclable le mieux possible malgré le retrait du stationnement. Et au final, on a travaillé en fait sur les plans de mise en œuvre de cette piste cyclable. On s'est rendu compte qu'on pouvait aller chercher encore plus que seulement une piste cyclable. Donc on a ajouté de la verdure, on a agrandi les trottoirs, on a ajouté des saillies plantées, on a créé une petite placette à l'intersection principale, etc. Puis ça a vraiment transformé le noyau villageois. Les travaux ont été réalisés en 2023. Donc c'est tout frais, c'est encore tout beau.
On y va de temps en temps pour voir un peu comment ça évolue. Mais voilà, on pourra vous faire parvenir une autre liste de villes et villages avec lesquels on a travaillé. Là, c'est les trois qui me viennent en tête comme ça, mais il y en a beaucoup plus. Merci. Il y a la prochaine question, regarde peut-être Billy Jeanne de la ville. Avez-vous déjà des discussions avec des investisseurs, entrepreneurs intéressés? Comment suivre le fil des discussions avec les différents intéressés et développement, ouais, et développement de ces modèles d'affaires proposés? Ben, nous, c'est ça, la démarche est faite, la proposition est faite par le principal. Par contre, les décisions et tout ça les entrepreneurs intéressés vont plutôt vers la ville de Mont-Tremblant, là, ou la chambre de commerce, là, mais pour l'instant, je voulais peut-être laisser à Billy-Jeanne le soin de répondre. Eh oui, ben pour l'instant, non, là, c'est vraiment un rapport qui a été déposé final, ça fait pas très longtemps. Tu sais, on est conscient il y a beaucoup de bonnes idées dedans. Est-ce qu'en pratique, ça va être tout réalisable? Il va falloir qu'on investigue un petit peu plus loin puis qu'on voit ce qui est faisable, ce qui l'est moins. Mais non, pour l'instant, il n'y a pas de discussion avec investisseurs, entrepreneurs ou quoi que ce soit. Là, c'est un rapport qui est assez frais. Bon, c'est sûr qu'ici, qu'on a la question du stationnement avec toutes les propositions, voir où se stationner, où vont se stationner les nouveaux visiteurs, considérant qu'il devrait y avoir entre 15 et 30 emplacements, dépendamment de la grandeur là, des commerces. Il y a toute une réflexion qui est en cours sur la question du stationnement dans le secteur village. Il y a quand même plusieurs stationnements qui sont en arrière-lot, qui sont peu connus. On est en train de regarder comment une stratégie de signalisation pourrait améliorer ce flux-là. C'est encore en cours là, c'est plus en lien avec le parcours d'ambiance. Mais en effet, c'est une question vraiment importante pour le secteur village parce que vous avez raison, il n'y a pas beaucoup de stationnements et ça va nécessiter des stationnements supplémentaires. Il y a beaucoup d'espace quand même dans les terrains de la ville, donc il faudrait voir comment est-ce qu'on peut aller chercher une optimisation des stationnements à travers le secteur. C'est une réflexion qui est en cours, puis on apportera une réponse à cette question dans les mois à venir. Qu'en est-il de l'enfouissement des fils électriques dans le secteur? Est-ce considéré dans vos recommandations? Je peux pas trop répondre pour la question de l'enfouissement des fils. Euh, je peux vraiment pas répondre pour la question de l'enfouissement Ben, des ça, fils. c'est Peut-être. plus au niveau de la ville. Ouais. Tu sais, comme que j'ai dit précédemment, c'est vraiment un rapport qui est frais, là, donc non, c'est en fait pas quelque chose qui est considéré pour le moment. Puis sachant que c'est extrêmement coûteux d'enfouir des fils, normalement, les villes qui le font ont des sérieuses subventions du gouvernement, puis présentement, il n'y a pas de subventions disponibles à ce niveau-là. Je ne suis pas certaine de comprendre, s'il vous plaît, votre point de vue sur les initiatives telles que les plus beaux villages du Québec, Inspiration, les plus beaux villages de France. Ah, c'est peut-être votre point de vue. Oui, effectivement. En la lisant, je l'ai compris. Vas-y, Si Guillaume. vous parlez un petit peu de l'idée de mettre en valeur, justement, enfin de travailler sur, je sais pas si ce serait plus un concours ou juste une pancarte qui met en valeur justement ces plus beaux villages. C'est quelque chose qui, vous avez un peu raison quand vous parlez de la France, quelque chose qui marche beaucoup en France. Je pense qu'il y a une initiative similaire au Québec également, mais en France, on a également quelque chose qu'on appelle ville ou village fleuri. Puis il y a un nombre de fleurs associées en fonction des efforts que met en place la ville ou le village. Puis c'est quelque chose qui attire ou qui va vraiment mettre en valeur ces efforts de la ville. Là, on parle vraiment de l'attractivité du secteur. C'est quelque chose qui est super important en fait, parce que la beauté, on la sous-estime toujours dans nos décisions, souvent le plus rationnel possible, quand on parle de coûts, etc. Mais la beauté, elle a un énorme plus-value sur l'attractivité d'un secteur. Puis on le voit bien, enfin, je veux dire, à Mont-Tremblant, c'est tellement beau.
On le voit bien pourquoi les gens apprécient ce secteur-là. C'est pas seulement pour le ski, c'est pas seulement pour la montagne, c'est aussi pour la beauté des maisons patrimoniales, pour le petit hameau par exemple, pour des espaces publics de qualité, pour le lac Mercier. Bref, il y a plein de choses qui peuvent être mises en place par les municipalités qui sont pas toujours très coûteuses, qui vont aller chercher ça. Puis l'idée d'avoir les plus beaux villages du Québec, c'est vraiment quelque chose d'intéressant parce que ça va aller développer encore plus l'attrait touristique de ces villages. Mhm. Tu en as parlé un petit peu, le chemin Benoît, là, ta vision, votre vision, tes recommandations par rapport à ça. La vision du chemin Benoît, donc le chemin Benoît, c'est un chemin essentiel pour accéder à la salle de spectacle, pour tout ce qui est livraison, pour les matériels nécessaires pour les spectacles aujourd'hui. Donc c'est quelque chose qu'on ne peut pas trop modifier. Euh, pour l'instant. Donc, ça va vraiment dépendre de comment est-ce qu'on peut gérer cette question-là. Pour l'instant, la façon dont on l'a intégré dans le rapport, c'est vraiment un espace qui va permettre la gestion et la livraison pour les commerces, plus en arrière-lot, afin de libérer en fait le chemin du village, puis de s'assurer que les commerces puissent être le plus proche possible du chemin du village pour une cohérence du noyau villageois. Merci. C'était la dernière question que nous avons dans le chat. Donc, merci beaucoup et merci beaucoup, Guillaume. Tu as seulement pris une gorgée là, depuis. Pour toi, tu te remets de ton rhume. Merci à tous. Restez à l'affût pour les prochaines étapes de notre démarche. Donc, vous aurez probablement aussi une autre invitation là, à vous joindre à nous pour les prochaines présentations. Et pour nous, il nous reste, nous avons terminé nos rencontres. On a discuté des propositions qu'on souhaitait. Donc là, il reste à mettre tout ça ensemble et avoir la présentation, les recommandations de rue principale là, qui nous feront pour la trame, excusez-moi, pour le parcours d'ambiance et aussi le centre-ville, pour le secteur centre-ville, pour la trame commerciale. Ça, puis je me permets de rajouter un petit commentaire, c'est que rue principale, on travaille vraiment sur une vision sur le long terme. Donc, Mhm. ce qu'on va proposer, c'est vrai que parfois ça peut paraître très ambitieux, ça va peut-être pas être réalisé exactement tel qu'on le propose, mais c'est pour montrer de notre point de vue extérieur, grâce à notre expérience à travers le Québec, ce qui est réalisable et ce qui peut... C'est vraiment une vision qui va permettre d'orienter des décisions. Et la ville et vous, vous allez trouver le juste équilibre en fait entre cette ambition puis ce qui va être possible de faire. Mais on tient vraiment à recommander des choses qui sont plus ambitieuses que peu ambitieuses. Merci Merci beaucoup. beaucoup. Merci beaucoup tout le monde. Merci. Bonne Bonne soirée. soirée à tous. À Au très revoir. bientôt.